Bien le bonjour d'Algérie, mesdames et messieurs, où que vous soyez, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce 4 février 2026. De notre côté, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran pour 1h30 de programme qui, je l'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Programme qui aujourd'hui nous emmènera à découvrir l'actualité de la semaine. C'est bien évidemment dans le secteur des énergies, avec cette 15e édition du Salon international des énergies renouvelables, énergie du futur et développement durable. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous un expert en énergie renouvelable qui sera parmi nous pour nous parler un peu de cette 15e édition ainsi que de l'importance de la valorisation des énergies renouvelables aujourd'hui. On continue avec notre deuxième plateau qui sera consacré à un fléau malheureusement auquel nous sommes confrontés et auquel sont confrontés surtout nos enfants. C'est bien évidemment l'addiction et les addictions en général en milieu scolaire. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous la présidente du bureau de Wilaya du syndicat national des praticiens de la santé publique qui nous parlera de ce problème en milieu scolaire et comment s'y prémunir. On continue ensuite avec le volet histoire. Bien évidemment, nous commémorons aujourd'hui le 69e anniversaire de la grève des 8 jours. Un professeur universitaire, un enseignant en histoire à l'université d'Oran 1 sera parmi nous pour nous parler de cette date charnière et décisive dans l'histoire de notre glorieuse guerre de libération nationale. On continue ensuite avec le volet sensibilisation. Bien évidemment, nous sommes plus qu'à quelques jours du mois sacré de Ramadan et pour plusieurs familles, malheureusement, le mois de Ramadan rime avec surconsommation alimentaire. Donc nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le membre de l'association des consommateurs d'Oran qui nous parlera de cette campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée, une campagne de sensibilisation contre le gaspillage durant le mois béni. Et on termine bien évidemment avec de la culture et plus précisément du théâtre avec notre collègue à Canal Algérie, Salim Skandar, qui sera parmi nous pour nous parler d'un grand nom du théâtre algérien en général et Mostagan et moi en particulier, c'est bien évidemment Ould Abdelrahman Kaki. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous suivre. Mais avant de commencer, et comme à l'accoutumée, nous vous invitons à découvrir cette belle douceur musicale tirée des archives de la station régionale d'Oran, une belle chanson du regretté chef Fethi. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après pour entamer notre bonjour d'Algérie. A tout de suite. وتشطن خاطري وتغير يا زينة الزينات وانت يا غالية غالية زايدة بالي شوفي حالتي ما تشكر يا فايقة البنات وانت يا زاهية ناوية اختلي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواه ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح نبغي نكلمك ونهدر ونشكي لك لي عاد ونارك حامية حامية قادية تخلي وإذا نعزم ما نقدر نقول لك كلمات ونشوفك جاية فايتة قبلي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواح ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح وقلبي زايد يصبر وما دريتي هيهات وانتي يا ناسية ناسية جاهلة حوالي غير عيني ليك تنظر وتسيل بدمعات ديما جارية جارية عذرة ولي ما تلوميش
ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواك ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش دشي معلوم دميتي الجراح De retour au plateau, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette petite douceur nostalgique proposée par notre humble équipe technique de la station régionale d'Oran. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier plateau, comme je vous l'ai dit, un plateau consacré à l'énergie et plus précisément à cette 15e édition du Salon international des énergies renouvelables, énergie du futur et développement durable. Et c'est avec Monsieur Ben Khalfa Yaissi. Monsieur Yaissi ou Ben Khalfa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, c'est Monsieur Ben Khalfa Yaissi. Oui. Alors, pour le rappeler à nos chers téléspectateurs, donc vous êtes expert en énergie, entre autres, expert en énergie renouvelable et partenaire de cette 15e édition du Salon international des énergies renouvelables. Déjà, avant de commencer, on va profiter de votre présence pour un peu vulgariser un peu ce salon et le faire découvrir à nos chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le connaissent pas en tout cas. Comment pourrait présenter le Salon international des énergies renouvelables, énergie du futur et développement durable? Merci. Je pense d'abord il faut noter la résilience de ce salon. Donc il est à sa 15e édition et donc il est connu à Oran donc régulièrement chaque année. Il se déroule. C'est un moment qui rassemble un peu l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce secteur d'aujourd'hui, mais aussi d'avenir. Ouais. Il se focalise régulièrement sur des thématiques d'actualité. Je pense que l'actualité cette année, elle est plus aussi liée au fait à de nouveaux règlements et barrières aujourd'hui qui sont imposées par exemple par l'Union européenne, qui font que il faut absolument que les produits algériens, surtout ceux qui sont destinés à l'exportation, puissent continuer à rentrer sur le marché européen sans subir des taxes telles que celles qui a lieu depuis le 1er janvier 2026. Oui. En termes un peu de présence, je pense qu'il y a à peu près une centaine d'exposants. Il y a aussi différents pays qui participent. Mais j'ai noté aussi, par exemple, cette année que quand même, il devient un peu plus professionnel. C'est-à-dire que dans le sens où on a maintenant de grands espaces qui sont dédiés, principalement occupés par les acteurs qui vont être un peu touchés par ces taxes-là, principalement le secteur des hydrocarbures, comme Sonatrach et toutes ses filiales, mais aussi le secteur, par exemple, des ciments, les secteurs des fertilisants, les secteurs un petit peu ceux qui aujourd'hui participent à la diversification de l'économie nationale. Sachant qu'on a déjà plusieurs entreprises publiques qui sont spécialisés dans ces secteurs d'activité, comme Sonatrach, JICA, Asmidal, etc. Voilà, donc ce sont aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont donc présents à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, du fait un peu de cet effort important qui est fait au niveau de l'économie nationale pour donc aller de manière beaucoup plus importante dans cette diversification. Tenant compte un peu, vous savez, quand on parle d'acier, on peut parler de Garage Billet qui a donc récemment été inauguré. Et peut-être aussi juste pour noter que Garage Billet aussi, le site minier va être alimenté à l'énergie solaire. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a aussi cette volonté de pouvoir aussi faire cette transition énergétique, à aller vers plus de décarbonation de notre économie nationale et surtout amener aussi les différents utilisateurs à réduire leur consommation d'énergie parce que aujourd'hui quand même la consommation elle est vraiment importante au niveau local. Aussi bien pour le citoyen que pour l'industriel. Et c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Et est-ce que justement c'est moins coûteux ou plus coûteux le fait de bifurquer vers cette transition énergétique? Si vous voulez, ce qui se fait aujourd'hui à l'échelle internationale, c'est qu'il y a une tendance lourde pour aller vers les énergies renouvelables, que ce soit au niveau de l'Union européenne. Même de l'industrie automobile, même en général. Pas que,
C'est-à-dire que vous produisez de l'énergie à partir du solaire, de l'éolien ou bien de la biomasse. Vous utilisez ça indirectement, par exemple, chez vous, pour alimenter des usines, ou bien, par exemple, pour maintenant, on parle aussi du véhicule électrique, par exemple. Ça, ce sont des choses, c'est une tendance lourde, y compris dans des pays comme la Chine. Donc aujourd'hui, c'est le premier, par exemple, producteur, mais aussi utilisateur des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Absolument. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement une petite tendance et qui fait que on va attendre un petit peu, peut-être que les choses vont changer. Pas du tout. C'est un choix qui est dicté aussi par le fait que le changement climatique maintenant est devenu une réalité, y compris chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit durant l'été, il fait excessivement chaud, et puis on a eu aussi cet hiver qui est différent avec des fortes rafales de vent, etc. Même des pluies. Voilà. Ça veut dire que on va assister ça de manière récurrente. Ce n'est plus quelque chose qui va apparaître comme exceptionnel, mais ça va devenir récurrent. La norme. Et donc, ça veut dire que là, la réduction des émissions des gaz à effet de serre devient la norme. Et donc, maintenant, tous les pays travaillent dans cette partie-là, tout en essayant aussi d'en faire de vrais leviers économiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les énergies renouvelables parce qu'il faut le faire, on fait les énergies renouvelables parce que ça crée des postes d'emploi, parce que ça crée de la valeur ajoutée locale. Et c'est un peu la tendance aussi en Algérie, puisque les pouvoirs publics, donc depuis 2023, ont mis sérieusement ce dossier des énergies renouvelables sur la voie de la concrétisation, avec des projets qui sont en phase de réalisation. Nous avons donc un certain nombre d'exposants qui sont au niveau du salon ERA ici, qui ont gagné des parts de marché très importantes. Et ça permet aussi à nos entreprises de pouvoir aussi investir, de pouvoir aussi créer des postes d'emploi. Donc justement, Monsieur Yaissi, pour revenir à ce salon, concrètement, quels projets énergétiques opérationnels en tout cas sont nés ou ont été accélérés grâce au salon? Je dirais, bon, c'est difficile à dire parce que c'est vrai que pour cela, il faudrait qu'il y ait la signature de contrat. Oui, oui. Bon, je peux dire que hier, il y a eu donc la signature d'un accord entre un membre du cluster, donc, qui est la société Zergoon, qui produit les panneaux solaires, avec un fournisseur de lignes, pour mettre à niveau ces deux lignes de production qui se trouvent à Ouargla. Donc ça, c'était quelque chose qui a eu lieu hier. Maintenant, si vous voulez, la tendance que l'on constate, c'est que, par exemple, depuis un certain nombre d'années, dans la zone industrielle d'Arze, par exemple, Sonatrach, elle fait de plus en plus d'installations solaires sur ses bâtiments. Et déjà, dans tout ce qui concerne les installations de liquéfaction et tout ça. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a au niveau de la région un vivier aussi bien de fournisseurs. Nous avons aussi un fournisseur de panneaux solaires qui s'est installé ici à Oran, qui est la société Lagroa Solaire. Et nous avons donc aussi des utilisateurs, comme par exemple Sonatrach, qui utilise ce genre de choses. Maintenant, à l'échelle nationale, je dirais que comme les projets sont plus traités au niveau central par des organisations comme Sonelgaz. Donc ça reste quand même des projets à portée nationale, puisque c'est à peu près plus d'une douzaine de wilayas qui sont concernés. Maintenant, les projets sont en phase de construction. Et au premier semestre de 2026, Inch'Allah, on aurait à peu près 1400, un peu plus de 1400 mégawatts qui vont être raccordés. Et puis, le reste va venir sur les 3200 d'ici la fin de l'année, début de l'année 2027, Inch'Allah. Très bien. Donc, on peut clairement affirmer que le salon est un véritable levier d'investissement, beaucoup plus qu'une simple vitrine technologique. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ça permet aussi de sentir, je dirais, un peu les tendances aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ça le rôle du salon. C'est de se dire que c'est pour ça que les entreprises viennent, mais aussi les visiteurs. Parce que ce n'est pas uniquement les exposants qui viennent, mais aussi il y a des entreprises qui vont venir, y compris des entreprises étrangères. On en a reçu hier et avant-hier, qui s'intéressent aussi. C'est un peu une sorte de prendre la température du secteur des énergies renouvelables, de parler aussi avec les professionnels dans ce domaine-là, parce que bon, il y a un intérêt. Il y a certains qui viennent en explorateur comme ça pour voir
quel est un peu l'état du marché, est-ce que c'est le moment de venir investir en Algérie, ou bien il faut encore attendre. Voilà un petit peu, donc c'est comme ça que ces salons-là, c'est-à-dire qu'au lieu que quelqu'un va passer une semaine à aller voir l'ensemble des acteurs, il a pendant 3 jours comme ça, il concentre des actions, des rencontres avec les différentes parties prenantes et ça lui permet après d'avoir un retour et de connaître un peu l'état du marché local. Justement, j'aimerais vous faire réagir sur un point, Monsieur Yaissi, c'est par rapport aux solutions exposées lors du salon. Quelle part des solutions exposées est réellement adaptée au contexte algérien, que ce soit en termes de climat, d'infrastructure ou même de coûts? C'est-à-dire que bon, si vous prenez des installations solaires aujourd'hui, donc ce que nous avons les différentes catégories qui sont destinées, par exemple, pour les grands projets, pour les projets industriels, par exemple pour l'agriculture, Oui. par exemple pour je dirais un peu le résidentiel, tel que le chauffe-eau solaire, par exemple. Vous avez aussi toute la partie électronique, l'éclairage public Oui. et tout ça, qui vont participer à ce genre de mise en œuvre graduelle de cette transition énergétique et d'introduction substantielle de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 99% c'est du gaz, l'électricité est à partir du gaz naturel. Oui. Donc on espère que seulement 1% ce sont les énergies renouvelables. Donc on espère que dans les prochaines années, on va atteindre des seuils beaucoup plus importants qui permettraient aussi de faire des économies autour de 6 à 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel qui pourraient être utilisés pour la transformation locale ou bien pour l'exportation. Ouais. On voit en termes de coûts, ouais. je dirais, bon, on n'a pas beaucoup de différence par rapport à ce qui se fait à l'international. Si vous voulez, les gens sentent le coût local par rapport au tarif de l'électricité que nous payons. Oui. Si vous voulez, bon, le tarif de l'électricité coûte ici à peu près entre 11 et 12 dinars. Oui. Et le particulier, il paye à peu près 4 dinars. Donc ça veut dire qu'il ne va jamais faire des énergies renouvelables si ça reste à 4 dinars. C'est pour ça qu'il y a c'est toujours des programmes qui sont portés par les pouvoirs publics, par les collectivités locales, Oui. par les entreprises qui ont un autre objectif que celui, je dirais, de réduire leur facture de l'électricité, mais plus de réduire leur empreinte carbone. Oui. Parce que à la fin de la journée, c'est-à-dire que la tonne de carbone qu'il va émettre en Algérie, eh ben, il est préférable qu'il la paye ici en Algérie qu'il la paye peut-être en Italie ou bien en Espagne. Et de cette manière-là, ça crée aussi une dynamique autour de ça. Absolument. Ça permet aux entreprises locales de pouvoir fournir des solutions pour ces entreprises-là. Aujourd'hui, Sonatrach, elle est vraiment en première ligne dans ce domaine-là. Donc, elle rassemble aussi autour d'elle tout un ensemble d'acteurs, d'entreprises qui vont l'accompagner. Parce que c'est ça l'idée quand on fait un peu ce changement. Ce n'est pas uniquement un acteur qui est en face, mais c'est tout un ensemble d'une filière qui accompagne, bien sûr, avec le soutien des pouvoirs publics sur la partie investissement, sur la partie financement et tout ce qui va avec ça. Un autre point qui revient souvent dans les discours, en tout cas des pouvoirs publics, etc., c'est l'hydrogène vert, Oui. qui est aussi très très présent aujourd'hui. Donc, selon vous, est-ce que c'est aujourd'hui une priorité stratégique ou beaucoup plus un projet à long terme? Pour nous, tel qu'on le voit, Oui. si vous voulez, on conçoit que la dynamique qui est aujourd'hui créée par le programme des énergies renouvelables, qui est de 15 000 mégawatts, c'est celui-là qui devrait aussi servir de socle pour la production d'hydrogène vert dans les années à venir. D'accord. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que pour produire de l'énergie verte, il faut, plutôt pour produire de l'hydrogène vert, il faut que vous ayez de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Oui. Et donc le programme des énergies renouvelables est à majorité énergie solaire et éolienne. Donc ça veut dire que là, on a le soubassement, y compris le soubassement industriel, pour créer cette dynamique de production d'énergie verte en Algérie. Maintenant, en ce qui concerne l'hydrogène vert, c'est un vecteur d'énergie qui va remplacer le gaz naturel dans les
je dirais, dans les décennies à venir. Ça ne va pas se faire de manière très rapide, mais ça va être peut-être accéléré par ces phénomènes dont on était en train de parler, du changement climatique. Si vous voulez, à partir du moment où les clients qui aujourd'hui achètent du gaz naturel vont être, ils vont faire face à des inondations, à des changements climatiques, ce sera un peu le levier avec lequel cette transition va se faire. Oui. Maintenant, en ce qui concerne l'hydrogène vert qui va donc prendre naissance, en ce qui concerne l'Algérie, il est préférable de le produire en Algérie et de le transformer en Algérie en un produit avec une forte valeur ajoutée. Oui. Pourquoi? Parce que l'hydrogène vert, c'est 69% d'énergie solaire et éolienne, c'est 1% d'eau et c'est 29% d'électrolyseurs. Ce qui veut dire que là, l'investissement qui va être fait dans ce domaine-là, c'est un investissement qui va être fait en Algérie. Donc, pour cela, nous invitons régulièrement, aussi bien en Algérie à l'étranger, les investisseurs étrangers à venir, y compris à transférer leurs industries à forte consommation d'énergie en Algérie, comme cela déjà se fait par exemple dans le domaine du ciment ou bien dans le domaine de l'acier. Oui. Et ça permettrait à ce moment-là de produire du verre, qu'on appelle ça de l'acier vert, du ciment vert, du fertilisant vert. Et après, cette vente de produits finis va nous permettre aussi de créer des postes d'emploi, aussi de créer de la valeur ajoutée locale dans ce domaine-là. Monsieur Boukhal ici, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été très très intéressant, très enrichissant aussi. Donc on vous souhaite beaucoup de courage pour cette dernière journée d'ailleurs du salon. Donc si vous voulez le découvrir, chers téléspectateurs, vous avez encore le temps. Ça se termine aujourd'hui et c'est au niveau des centres de convention d'Oran, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes expert en énergie, un des collaborateurs du salon. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir pour d'autres occasions et pour d'autres thématiques concernant tout ce qui relève de l'énergie renouvelable. Avec plaisir. Merci à vous. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre deuxième plateau consacré à la prévention dans les milieux scolaires. Mais avant, petite pause musicale, on se retrouve juste après.
magnifique passage musical proposé par, enfin plutôt porté par la voix de nul autre que l'icône de la musique arabo-andalouse, en tout cas au niveau de l'Ouest, à savoir Nesrine Ghanem. On continue, mesdames et messieurs, avec notre deuxième plateau, comme je vous l'ai dit, un plateau consacré à la prévention des addictions en milieu scolaire. Et c'est avec la présidente du bureau de Wilaya du syndicat national des praticiens de la santé publique, Dr Nadia Hadri. Dr Hadri, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, bonjour à vous et à tout le monde. Déjà, merci beaucoup d'avoir fait l'effort. Je sais que vous avez un planning très chargé aujourd'hui parce que vous organisez un colloque consacré justement à la prévention des addictions en milieu scolaire. Et vous avez quand même fait l'effort de venir aujourd'hui en direct pour le Bonjour d'Algérie pour nous présenter cet événement. Oui, bon, c'est toujours un plaisir de présenter et de venir. Donc, plaisir partagé, madame. Et puis c'est un sujet très important. Oui. On a tenu à l'organiser aujourd'hui en collaboration. Donc c'est le syndicat national des praticiens de la santé publique, oui. le SNPSP. Oui. EPSP c'est DRIA et en même temps c'est le bureau de Wilaya. Donc en collaboration avec l'association BLK, on a tenu à organiser cette journée. Donc, comme vous savez, c'est un sujet qui c'est un fléau. Oui, Oui. exactement. Oui. Est-ce qu'il y a, avant de commencer, existe-t-il une stratégie structurée de prévention des addictions en milieu scolaire? Bon, pour vous dire qu'il y a aussi, bon, c'est une affaire de tout le monde. C'est Oui. pas seulement la santé. Oui. Donc, on a la santé scolaire. Il y a nos médecins qui sont au niveau des établissements scolaires. Il y a des médecins, des équipes pluridisciplinaires de psychologues. Oui. Donc, on a un centre de CISA, un centre d'addictologie, un centre d'aide aux soins addictaux qui est situé à l'Aqid 2, donc EPSP Siddiqia. On a de très bons médecins. On a un docteur Hay qui chapeaute ce service et il y a de très très bons résultats. Oui. Donc c'est une affaire de l'éducation, c'est une affaire de la famille, c'est une affaire de aussi la santé. Donc c'est pluridisciplinaire. Selon vous, quels sont les facteurs justement qui favorisent l'émergence de ces addictions en milieu scolaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient un fléau aujourd'hui? Oui, c'est vraiment un très grand fléau. Oui. Et puis, comme vous savez, nos enfants, nos élèves, l'enfant de maintenant, d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Oui. Donc, il faut agir dès maintenant, à la base. Et puis, lorsqu'on intervient le plus tôt possible, les résultats sont garantis. Oui. Donc, il y a plusieurs phénomènes. Il y a la phénomène sociétal. Donc, comme vous savez, il y a aussi le gain facile. On gâte trop nos enfants, on leur donne de l'argent. Oui. Il y a plusieurs facteurs. Donc, Et justement, pour rester sur ce point-là, à quel âge doit commencer justement la prévention dans le milieu scolaire? Oui, donc À quel âge il est réceptif? il est réceptif à l'âge de l'adolescence. Donc, c'est le moyen et puis c'est aussi le lycée. Donc, elle est la tranche d'âge, Oui. la tranche qui est susceptible d'être menée ou la guidée ou d'être dans ce phénomène d'addiction. Oui. Et est-ce que la prévention scolaire aujourd'hui se limite-t-elle encore au tabac et aux drogues? Ou est-ce qu'aujourd'hui ça touche d'autres types d'addictions comme les écrans, les jeux vidéo, etc. qui aujourd'hui c'est un autre volet complètement. Exactement. Donc l'équipe de la santé scolaire, par exemple chez nous, à l'EPSP Siddiqia, Dr Ghazali, Oui. qui est la coordinatrice de la santé scolaire, elles font très 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 beau travail parce que bon, c'est une équipe pluridisciplinaire et ils font des interventions au niveau des établissements de santé, enfin scolaires, au niveau des addictions, tout type d'addiction, aux écrans, aux drogues. Donc, ça existe et ils font un très bon travail. En termes de statistiques, est-ce qu'on dispose aujourd'hui de chiffres récents sur la pertinence réelle des addictions en milieu scolaire? Non, comme vous savez, c'est un sujet tabou. Oui. Donc, on n'a pas. Même si, par exemple, le médecin de la santé scolaire, il détecte, il suspecte un comportement addictif. Donc, Oui. il y a plusieurs comportements addictifs. Il y a, par exemple, c'est l'échec scolaire, c'est l'anorexie, l'agressivité. Il y a plusieurs comportements addictifs. Donc, si le médecin scolaire, il détecte ça, il peut pas directement, il peut convoquer les parents. Mais parfois, même les parents, ils le prennent mal. Donc, il n'y a pas encore un dispositif bien défini. Justement, là-dessus, vous citez un point très très important, à savoir les symptômes, les premiers signaux, on va dire,
de l'addiction. Est-ce que c'est facile à détecter aujourd'hui chez un enfant? Chez un enfant, oui. Et bon, parfois, un enfant qui était normal, qui était joyeux, qui devient agressif, ou là qui devient anorexique, Oui. ou bien le manque de sommeil, Oui. l'échec scolaire, l'absentéisme. C'est des facteurs, c'est des alarmes. D'accord. Donc, c'est pour ça l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire psychologues et médecins, et même les surveillants, donc les profs, hein, ils détectent ces petits signaux. Là-dessus, vous me tendez la perche, parce que c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que les enseignants et personnels éducatifs en général sont formés pour justement détecter ces premiers signaux? Donc, bon, nous, en tant que... Là, c'est un projet. Oui. Aujourd'hui, on a commencé par cette journée dédiée aux médecins, Oui. parce que c'est le premier acteur au niveau des établissements scolaires. Et plus tard, on fera une deuxième session. Ça sera pour les surveillants et au niveau des établissements, en collaboration avec le secteur d'éducation. Oui. Comme on a fait avant sur le التنمر. Oui, 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 donc, le harcèlement, c'est ça? l'harcèlement, on l'a Oui. fait pour les psychologues. Et deuxièmement, ce sera pour les référents au niveau des établissements scolaires. D'accord. Et les praticiens de la santé publique, est-ce qu'ils sont impliqués dans la conception des programmes de prévention scolaire? Bien sûr, on a une équipe qui est sur place, une équipe au niveau des UDS. Donc, ils participent tout le temps aux informations, aux formations continues. Oui. Donc, ils sont aptes à faire. Oui, oui. Donc, Très bien. ça. Alors maintenant, pour revenir à la journée que vous organisez, c'est un cycle de communication. Exactement. Donc ça sera au niveau de l'école supérieure d'hôtellerie. Oui, exactement. Donc parlez-nous un peu de cette journée. D'accord. Donc cette journée, elle est premièrement, il y aura plusieurs intervenants. Il y aura le côté religieux avec la spiritualité et tout, avec un imam, Monsieur Chalabi Ahmed. Oui. Donc il va parler de côté spirituel. Il y a un côté, oui, l'éducation, c'est avec Monsieur Heddo Mustafa, qui est président, le directeur d'un centre pédagogique, enfin d'orientation. Et il parlera sur les phénomènes d'addiction au niveau scolaire. Il y aura l'intervention de Dr Razeli, qui est coordinatrice de la santé scolaire. Elle parlera des comportements addictifs au niveau scolaire. Et il y aura l'intervention de notre brillante Dr Hay, qui est la médecin addictologue Oui. au niveau du centre de CISA. Haqi 2, donc elle apportera tout ce qui est psychologie et le comportement psychomédical et tout. Donc, Ouais. et il y aura aussi l'intervention d'un psychiatre, parce que parfois on confond l'addictologie avec une dépression. Ouais. Donc il va nous éclaircir sur les pièges de la dépression. Oui. Donc pour ne pas confondre dépression avec addictologie. Ouais. Une question que j'aimerais vous poser aussi, c'est par rapport à l'implication des parents. Est-ce que la prévention aujourd'hui peut être efficace sans une implication directe des parents? Non, bien sûr qu'on ne peut pas. Ils, D'ailleurs, c'est ils des doivent mineurs. être associés à ça. Ben oui, parce que déjà, c'est des mineurs. Oui. On n'a pas le droit de parler ou là, de traiter et de suivre sans l'avis des parents. Ce sont des mineurs. Oui. Donc, ils doivent être impliqués, les parents. Et surtout, comme vous l'avez dit au début, certains parents justement refusent C'est d'admettre le déni. que leurs Exactement. enfants. Le déni, ils Oui. n'acceptent pas que leur enfant tombe dans ce fléau. Oui. Et comment agir lorsque l'environnement familial ou social est lui-même facteur de risque? Exactement, parce que même en consultation, on reçoit parfois des parents, des mamans, Oui. qui sont en plein délire, c'est en plein dedans. Donc c'est vraiment difficile, il faudrait convaincre les parents Oui. avec une aide psychologique. On a dans le centre de CISA une équipe de psychologues formés dans ce sens-là pour donner leur aide aux familles et aux enfants aussi, Oui. parce que ça doit être mutuel. Oui, parce que des fois on croise des enfants issus d'un milieu où il y a beaucoup de problèmes familiaux, etc., et qui trouvent une Voilà. forme d'échappatoire Exactement. dans ces drogues et ces types d'addictions. Donc Exactement. là-dessus, comment trouver un équilibre pour cet enfant, pour déjà l'éloigner de ce fléau, tout en... Justement, donc il faudrait que l'aide, c'est pluridisciplinaire. Oui. C'est pas seulement la santé, c'est l'éducation, c'est aussi côté religion.
Oui. Donc on implique la région, c'est-à-dire soit le sport aussi. Donc Oui. normalement, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pluridisciplinaire. Il faudrait plusieurs intervenants Absolument, oui. pour aider cet enfant. C'est vrai que la culture du sport est Exactement. très, très importante Voilà, aujourd'hui. exactement. Oui. Donc, c'est pour C'est ça, même c'est notre forme de drogue, mais c'est une drogue saine. Oui, oui, Voilà. c'est une drogue saine, exactement. Oui. C'est pour ça qu'il faudrait impliquer tout le monde. Oui. Donc, côté sport, la DGS, donc, Mhm. parce que c'est l'enfant qui va s'activer au niveau sportif, il va oublier la drogue. C'est aussi spirituel. Oui. Donc, il va à la mosquée, il va le Coran, donc ça... L'aql salim fait juste Oui, salim. exactement. Oui, Donc, un autre point très très important que j'aimerais aborder avec vous, parce que là, quand on parle de drogue, beaucoup de nos chers téléspectateurs, je l'imagine en tout cas, se disent, enfin, font également référence, partent plutôt vers les drogues dures, tout ce qui est seringue, etc., ou cannabis, machin. Alors qu'il y a par exemple beaucoup de médicaments vendus légalement et qui contiennent des substances qui peuvent rendre addicts. Aujourd'hui, malheureusement, au niveau des réseaux sociaux, on croise beaucoup d'annonces, beaucoup de publicités pour des médicaments dont on ne connaît pas l'origine, dont on ignore la traçabilité et qui aujourd'hui sont vendus de manière complètement légale. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'association des praticiens de la santé publique, est-ce qu'il y a un travail par rapport à ça, histoire pour réguler un peu ce marché-là et pour les inciter à ne pas justement s'aventurer dans ces annonces et surtout ces produits douteux? bon, comme vous savez, nous, le syndicat national des praticiens de la santé publique, Ouais. c'est les praticiens de la santé publique, c'est les médecins, les généralistes, les spécialistes, c'est les chirurgiens dentistes, c'est les acteurs, c'est les pharmaciens. Donc, c'est au niveau public. Oui. Là, quand si on reçoit là, des patients dont on suspecte, on dénonce. Oui. Donc, mais l'autre, il faudrait travailler aussi le juridique, c'est un travail de... Au fait, c'est ça ma Voilà. question, c'est est-ce qu'il y a un travail en amont avec la société civile, on va dire, en général, pour justement collaborer tous ensemble afin de mettre fin à ce fléau et pas rester uniquement au niveau du syndicat? Oui, donc ça va venir. Oui. Donc ça va venir déjà, il n'y a pas plus tard que la semaine passée, Oui. il y a eu des textes de loi Oui. pour c'est-à-dire chaque, c'est pour les détections des drogues. Donc ça c'est devenu une obligation. Ça, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant. Même en centre d'établissement scolaire, Oui. si le prof ou là, le directeur ou là, il détecte ou il suspecte que cet enfant ou là, cet écolier il est sous l'effet de la drogue, il peut demander un test narcotique. Ah d'accord. Donc, Ouais. Même mais- au milieu professionnel aujourd'hui d'ailleurs. même Même dans les recrutements en général aujourd'hui, Exactement. Donc, c'est devenu justement. un test obligatoire. Exact, c'est obligatoire. Et on attend les instructions enfin, les ministérielles pour les modalités d'application. Très bien. Donc les narcotests, ça existe. Oui. C'est des tests urinaires. Oui. Donc c'est au niveau de CISA, le centre de CISA à l'ARC et de... Est-ce qu'on peut falsifier ces résultats? Donc, Je sais que c'est une question un peu difficile, mais exactement. oui, mais pour certains qui peut-être voudraient tricher, Vous voudrez tricher, c'est des tests urinaires. Donc les urines Ouais. sont recueillies sur place. sur place. Sur place. D'accord. Parce qu'il peut ramener des urines de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est sur place, les D'accord. urines sont recueillies et testées. D'accord. Alors brièvement, pour finir, docteur Hadri, quelles recommandations concrètes le syndicat adresse-t-il aujourd'hui au pouvoir public et même aux parents d'élèves aujourd'hui? Oui, donc nous, en tant que praticiens des hommes de terrain, donc on lance un appel pour que d'aide les autorités et aussi les nouveaux scolaires pour arrêter ce fléau et pour protéger nos enfants. Parce que les écoliers et nos enfants, maintenant, c'est la société de demain. Oui. Donc pour garantir une société équilibrée et stable, il vaut mieux agir dès maintenant, à la base. Oui, absolument. Donc, Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, docteur Hadri, d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui pour participer avec nous au direct de Bonjour d'Algérie pour aborder cette thématique très importante et très très sensible. Merci beaucoup à vous et on vous souhaite plein succès pour le colloque de cet après-midi. Ça commence donc, pour rappel, à 13h au niveau de l'école supérieure d'hôtellerie d'Oran et Chra. D'accord, merci. Et je tiens à préciser que cette journée elle est parrainée par la DSP,
la direction de la santé publique, dont je remercie M. Qassi Abdallah de nous avoir parrainés et donné le coup de main. C'est parfait, parfait. Merci beaucoup Merci, à vous. merci à vous. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre troisième plateau, mais avant, petite pause musicale et on se retrouve juste après. ضيع صحتي وضيع صحتي اللي بيك بيا واللي ضر دارني ويا وضر دارني ويا مالي 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 هاد De retour, mesdames et messieurs, au plateau avec notre sujet d'aujourd'hui. Et oui, nous sommes à quelques jours du mois sacré de Ramadan et à cette occasion, l'association des consommateurs d'Oran participe à cette campagne nationale qui a été lancée. C'est une campagne de sensibilisation contre le gaspillage durant le mois béni et c'est avec Dr Abdellatif Rahmoun. Dr Rahmoun, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci à toute l'équipe. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous, comme à chaque fois d'ailleurs. Alors, Dr Rahmoun, vous touchez littéralement à tout. Donc, on a eu le plaisir de vous recevoir pour parler d'énergie renouvelable, pour parler un peu de tout. Alors, aujourd'hui, ça va être en tant que membre de l'association des consommateurs d'Oran. Et Dieu sait qu'on en a besoin de cette association. Effectivement, je fais partie un petit peu de certaines associations, sachant que dans la santé, on retrouve toujours de la santé dans tous les domaines, que ce soit dans l'environnement ou de l'énergie et tout ce qui est consommation. Parce que quand on parle de consommation, c'est général. Oui. Donc, concernant l'association des consommateurs d'Oran, on a l'occasion de travailler en premier lieu en collaboration avec toutes les autorités locales, en faisant des sorties. Comme vous l'avez très très bien dit, par rapport à un travail et à un message par rapport au ministère qui a enclenché une campagne de sensibilisation. Donc on a des sorties avec les autorités locales, avec d'autres commissions, avec d'autres associations. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres associations de protection des consommateurs et des organismes étatiques qui font aussi de la sensibilisation au niveau des différents types de commerce, au niveau des marchés. Nous, actuellement aussi, on est en train de préparer un programme pour les écoles, pour travailler en collaboration avec les écoles, pour préparer aussi une génération d'enfants, comment ils doivent consommer convenablement. Donc cette année aussi, comme les années passées, on a revu qu'il y a un grand problème de gaspillage, surtout dans la période de Ramadan. Donc ce type de gaspillage a entraîné des pénuries, entre autres, et des fois une surconsommation, des fois des augmentations de prix. Pourquoi? Parce que il y a des ventes de concomitantes, il y a des gens qui font un surstockage. Donc à partir de là, ça entraîne beaucoup de problèmes sur le terrain. Notamment tout ce qui est pénurie.
pénurie alimentaire, on le voit par exemple chaque année avec l'huile de table qui disparaît durant les premiers jours du mois de Ramadan, etc. Est-ce que ça vient de là? Effectivement. De ce stockage excessif Bien sûr, pour votre information, cette semaine dernière, ou ça fait 2 semaines, il y a eu une sortie de l'association des consommateurs en collaboration avec les autorités locales, où il y a eu une personne, un grossiste, qui avait surstocké l'huile de table. Et c'est une opération qui a été faite le jeudi. Le samedi, l'huile de table était disponible dans tous les commerces. Oui. Donc pour vous dire qu'en fin de compte, parce qu'il faut dire une chose, l'exemple, hein, à Oran, il y a 2 opérateurs, donc on se pose la question pourquoi il y a une pénurie de l'huile. Oui. Donc à partir de là, quand il y a eu des enquêtes, ils ont enclenché des enquêtes et à partir de là, ils ont retrouvé qu'il y avait un surstockage. Et il y a eu une amende avec de la prison pour la personne qui a fait ce surstockage. Oui. À partir de là, tout le monde a eu peur. Donc voilà. Donc pour vous dire que des fois, cette pénurie, elle est occasionnée par des personnes pour faire des profits. Et pour spéculer aussi. En plus. Ouais. Voilà. Et c'est toujours le commerçant, le petit commerçant, hein, ou bien le citoyen qui paie les pots casses. Oui. Et c'est l'État en lui-même qui doit gérer aussi cette situation alors que tout est disponible. Et comme vous l'avez très bien dit, on fait beaucoup attention à tous les denrées où il y a une subvention de l'État. Oui. Tous les produits subventionnés par l'État, on doit faire attention. C'est pour cela que notre rôle est le rôle des citoyens. Parce qu'il faut dire une chose, que le citoyen technique, il peut informer pour faire des enquêtes dans ce sens. Très bien. Alors, maintenant, pour revenir un peu à l'association des consommateurs d'Oran, est-ce qu'au niveau de cette association, vous disposez de données locales précises sur le gaspillage alimentaire durant le mois de Ramadan? Parce que là, on va parler de gaspillage. Le gaspillage, d'une façon générale, on l'avait très bien dit, surtout à Oran, on n'en a pas. Il est souhaitable et préférable qu'il y ait un organisme dédié pour ça. Pour avoir des statistiques. Des statistiques au niveau de la direction de commerce, parce que la direction de commerce, c'est son rôle aussi. On peut avoir aussi au niveau des marchés, de grands marchés, pour vérifier quelles sont les denrées qui sont... il y a eu un retour par rapport à ça. Et surtout les dates de péremption. Oui. D'accord. Et surtout aussi ce qui finit aussi dans les poubelles après. Parce que, exactement. Si on prend l'exemple des baguettes de pain. Surtout les baguettes de pain. Qui s'achètent par dizaines et après... C'est pour cela que la sensibilisation, elle doit faire attention à ce gaspillage. On ne mange plus par rapport à un besoin, on mange avec les yeux. Avec les yeux et par des envies. C'est la dopamine qui nous à acheter plus. Il faut savoir une chose, c'est que tant qu'on achète plus, on gaspille plus, on jette plus, et ça va entraîner une certaine économie, parce qu'on va attaquer aussi, c'est l'économie, parce qu'au lieu de manger, exemple, une baguette, on va acheter 10 baguettes. On mange une baguette, on jette 9 baguettes. C'est de l'argent. C'est du blé. Et ça va... Et comme vous l'avez si bien dit, c'est aussi des produits subventionnés par l'État. Subventionnés par l'État. Donc c'est de l'argent jeté à la poubelle. Nous, on parle d'une baguette. Mais à l'échelle nationale, c'est combien? Parce que déjà, en parlant de l'échelle nationale, le seul chiffre que j'ai pu trouver en préparant ce plateau, c'est une augmentation l'année dernière, à savoir, c'est une augmentation de gaspillage de pain, en tout cas, de 95%. 95%, oui. Une augmentation de 95%. J'ai pas le chiffre dans ma tête, c'était les environs de 40 ou 100 millions. C'est énorme. C'est pas énorme, c'est excessif. Des fois, on se pose la question, sachant même que le pain, si vous avez pris en considération le pain, maintenant, si demain, c'est vrai, il est vendu à 10 dinars ou 20 dinars, parce que bon, la majorité, il est vendu à 20 dinars, on achète 10. Si demain, le pain, on aura de bons pains, un bon pain, un pain entier, complet, à 50, 70 dinars. Payé avec sa véritable valeur. Sa véritable valeur, à 70 dinars ou à 100 dinars, j'en suis sûr et certain. Déjà, on aura un pain bio,
Ouais. hein, de santé. Et à partir de là, oui, on va absolument. diminuer même le gaspillage parce que on va pas jeter parce que ça coûte pas cher. Ouais. Donc l'idée de coûte pas cher, donc on peut acheter, on va manger. Donc c'est ça le gaspillage, et dont on le retrouve dans plusieurs denrées actuellement. Vous savez, c'est un sacré phénomène parce que quand même, comment expliquer que le gaspillage alimentaire augmente alors que le pouvoir d'achat des ménages est sous pression actuellement? Ça, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas À déchiffrer. à déchiffrer, et effectivement, on le voit. Ouais. Mais ce qui est sûr et certain aussi, c'est que c'est une catégorie. Oui. Il y a une catégorie où ils peuvent se permettre, ils achètent comme ils veulent. Et vous avez le petit, c'est-à-dire quand on parle de petit, c'est-à-dire celui qui a des rentrées très difficiles, ils achètent beaucoup plus le pain. Et après, ils mangent du pain ou bien on le rejette. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, effectivement, il y a des abus. Il y a énormément d'abus. Parce que, quand on fait des achats, je prends l'exemple de l'huile. On a eu l'occasion de voir. Il y a des personnes qui achètent 2-3 bidons. Oui. On se pose la question, déjà on doit faire des rations. La deuxième des choses, il faut diminuer la consommation de l'huile, parce que c'est néfaste pour la santé. Oui. Donc, s'ils achètent 3 bidons, la dernière fois, j'ai vu des gens qui achetaient 5, Tout un fardeau. 10 des fardeaux. Je Oui. me pose la question, est-ce qu'ils ont un restaurant, un magasin? Ouais. Mais en fait, quand on achète juste pour dire que j'ai peur qu'il y aura des pénuries. Alors qu'il y a des alternatives aujourd'hui à l'huile de table. Il y a par exemple ce qu'on appelle les air fryers Oui. qui sont aujourd'hui produits, même ici en Algérie, il y a des marques algériennes qui le fabriquent. Donc c'est à des prix quand même très abordables et c'est beaucoup plus sain pour la santé. C'est pour cela que maintenant, que ce soit l'alimentation, que ce soit comment utiliser des recettes et tout, il y a plusieurs façons de faire. Oui. Il faut juste chercher, trouver et faire des économies. Quand on ne fait pas, vous savez, moi je me rappelle lors de mon service, la cuisine, on faisait toujours le programme de la semaine. Qu'est-ce qu'on va manger tel jour, samedi, là, et ainsi de suite. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça permettait de faire des économies et de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Oui. Même, bon, maintenant, ils vous disent, on ne peut pas. Non, on peut toujours. Quand on veut, on peut. En même temps, Et ça ça permet, permettra de faire des économies par rapport aux achats. Et ça permet aussi de faire des plats équilibrés. oui. Ce qu'on a mangé aujourd'hui ne sera pas mangé demain. etc. Demain, Oui. et ça permettra de travailler les ménages. Ouais. Maintenant, je pense que l'environnement, la société, actuellement on est en train de vivre, il y a un chamboulement. Tout le monde travaille, tout le monde est en train de courir, il a besoin de faire, il mange là où il peut se retrouver. Il y a celui qui... Et le fast-food à les gogo. fast-food, Ouais. il cuisine à la maison, il prend, mais la majorité mange dehors. On achète n'importe comment, n'importe où. On ne lit pas ce qu'on achète, on achète juste pour acheter. Donc, à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on doit réapprendre à manger? Est-ce qu'on doit réapprendre à acheter? Ouais. Et acheter quoi? Ça, c'est très, 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 très important. Acheter quoi aussi? Parce que à l'heure actuelle, aussi, on fait de la sensibilisation par rapport à tout ce qu'on mange, parce que Tout est transformé. tout est transformé. Ouais. Tout est transformé. Ouais. Et moi j'invite les citoyens à lire ce qu'ils doivent acheter. Ça aussi, c'est une culture qu'on n'a pas. Oui. C'est le fait d'être beaucoup plus attiré par l'aspect esthétique du produit. Esthétique, les Et couleurs. on ne prend pas le temps de tourner le produit pour lire tout ce qu'il contient comme ingrédient. Vous savez, dans tout ce qui est le marketing actuellement et tout, il y a c'est des spécialistes en neurologie Oui. qui font les études sur les personnes et qu'est-ce qui les attire. Donc il y a les couleurs, il y a les le logo, visages, les le logos, logo soigné, etc. soigné, la façon de faire. Il y a, je ne vais pas citer la publicité. publicité, je ne vais pas citer certaines marques, Oui, oui. mais disons que des fois, il y a tout ce qui est boisson, les boissons fraîches.
sachant le pourquoi de la chose. Fraîche, on aime bien les boissons fraîches, tout simplement. C'est pas par rapport au goût, parce qu'elle est fraîche. Le Ouais, pourquoi de mais la il faut essayer de les boire chaudes. Hein? Il faut les laisser les boire Barakallahu fik. pour se rendre compte à quel point À c'est quel nocif. point? À quel point? Tout simplement parce que quand elle est fraîche, il va y avoir une... ça va anesthésier les papilles gustatives. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas goûter. Il n'y a pas avec le goût réel, Oui. mais ça va passer directement en tant que fraîche. C'est pour cela que nous, en tant qu'association des consommateurs, on parle de la consommation d'une façon générale, de tout ce qui est alimentation, les écrans, tout ce qu'on peut. Voilà. Justement, vous avez parlé de la sensibilisation par rapport au gaspillage alimentaire, mais est-ce qu'il y a un travail aussi au sein de l'association concernant justement cet aspect, l'aspect esthétique, l'aspect neurologique sur le fait que des fois qu'on soit attiré sans même s'en rendre compte Oui. par un produit. Et On a c'est eu- ce qui nous pousse à consommer. On a eu lors des sorties, au niveau des magasins, on parle avec les clients qui viennent acheter, qu'est-ce qui fait qu'il va acheter tel produit ou tel produit ou tel produit. Des fois, il te dit, voilà, je connais le produit parce que c'est une bonne qualité. Des fois, il dit, je ne sais pas, mais je vais voir, c'est la couleur. Mais c'est très rare les gens où ils lisent réellement la notice ou qu'est-ce qui est comme mention. Maintenant, même quand ils lisent, ils doivent savoir quelles sont la composition et de Quelles sont quoi, les normes? Quelles sont les normes quelles sont déjà au départ, quelles sont les normes. La deuxième des choses, il faut qu'ils savent quels sont les produits à l'intérieur et qu'est-ce qu'ils peuvent entraîner comme problème. Absolument, absolument. Voilà. Vous savez, le premier exemple qui me vient en tête là, quand vous citez cet exemple, c'est au niveau des fromages. Parce Oui. que, sans citer de marque, il y a beaucoup de fromages qui marchent très très bien et qui sont très consommés par la population. Et plusieurs justement disent j'achète ce produit-là parce que il a un bien meilleur goût que le reste, etc. Et je me suis penché sur ce produit et je me suis rendu compte que c'est même pas du vrai fromage, c'est une préparation. Oui. Alors Actuellement, qu'ils sont en train de délaisser d'autres marques qui sont de véritables fromages. fromage, exactement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un grand problème d'environnement, d'information Oui. et de prix. Ouais. Donc, Et qui est plus cher aussi, qui est plus cher que le vrai. oui. Parce qu'on a tendance à avoir le goût. Ouais. On cherche le goût. Oui. Il est bon, il est moelleux. Comme il l'avait est- dit, c'est la dopamine. Oui. Ouais, il est moelleux, il est sucré. Oh, c'est extraordinaire. Alors que dans la réalité, il y a eu des ingrédients plus importants dans cet ingrédient de sucré, moelleux et tout. Ouais, qui vont juste créer cette addiction. Pour qu'il y ait cette addiction, parce que quand on parle d'addiction, il n'y a pas uniquement une addiction de cigarettes ou autres qui sont interdites, mais il y a beaucoup une addiction dans le domaine du sucre, Bien sûr, bien sûr. n'importe quel produit. Hein, Bien sûr, la n'importe quel boulimie produit. en général. Parce que là, ça va entamer de la dopamine, et ce qui entraîne automatiquement une addiction par rapport à ça. Donc, concernant cette histoire de fromage, effectivement, il y a beaucoup de fromages actuellement, c'est des préparations et ce ne sont pas des fromages. C'est pour cela qu'il faut, je pose la question aussi à nos citoyens, qu'il faut lire. Maintenant, chacun est libre. Oui. D'acheter ce qu'il a envie d'acheter, mais il faut dire que ce n'est pas du fromage. On reprend des fois les mêmes couleurs, les mêmes designs. Oui. Hein? Oui, pour rappeler une autre marque, etc. Et on a trouvé cette fois-ci, c'était du chocolat. Oui. Pratiquement, c'était la même. Mais c'était pas la même. La même. Ouais. Le même design, le même... ils ont changé juste un truc. C'est une contrefaçon. Non, il est vendu. Parce que là, on parle Oui, littéralement de bien sûr. contrefaçon, parce qu'ils sont en train littéralement d'imiter un produit. C'est la même chose. Oui. La même chose. On allait acheter, un ami à voir, il voulait, oh, il est là. Oh, il y a un problème. C'est pas la même. Oui. C'est pour cela qu'on dit que voilà, il faut réellement, bon, on peut la transmettre en tant que contrefaçon, mais pour dire voilà aux citoyens, il faut lire ce qu'on achète, Oui. il faut faire attention à ce qu'on veut, parce que c'est Ne comme pas juste ça remplir aussi. le panier au hasard. Oui. Non, parce que c'est comme ça qu'on peut, à un moment donné,
changer certaines pratiques, changer certains produits. Oui. On n'est pas là pour interdire réellement, mais pour changer un petit peu de qualité, pour que nos opérateurs aussi avancent dans leur technologie, dans leur recherche, parce qu'on se pose toujours la question, pourquoi chez nous, on n'arrive pas à avancer, malgré qu'il y a certains opérateurs, mais pour aller dans la qualité réelle, et surtout sur le plan de santé et d'environnement. Oui. Voilà, il faut surtout, quand on fait des recherches sur tout ce qui est alimentation et autres, c'est surtout par rapport à ça, c'est pour avoir un bon produit pour notre santé. Oui. Parce qu'on voit énormément de certains produits qui sont sur le marché, parce qu'il faut dire une chose, que l'État donne l'autorisation d'utilisation de certains paramètres, mais maintenant, il faut réellement faire un suivi dans ce sens. À ce niveau-là, est-ce que, par exemple, les marchés, boucheries, les grandes surfaces, etc., sont associés à votre démarche? Il y a certains qui veulent améliorer et avancer dans ce sens, et certains qui sont pas là à l'écoute, ils vous disent voilà, moi c'est pas mon problème. On a parlé, vous avez bien de prendre comme exemple, il y a certaines boissons gazeuses qui sont interdites. C'est mentionné dans certaines boissons énergisantes qui sont interdites à moins de 16 ans. Quand on parle aux commerçants, écoute, moi je ne sais pas. Donc, le problème, il est chez qui? Chez le commerçant ou chez la personne qu'on ramène le produit, ou celui qui est informé de cette information avec la direction de commerce pour qu'il mentionne ça sur la boisson, réellement que c'est interdit de moins de 16 ans. Et ça permettra aux commerçants de le mettre dans un endroit bien précis, et quand il y a un enfant de moins de 16 ans pour qu'il l'achète, il lui dira non, c'est interdit. Vous savez, c'est un exemple très important que vous venez de citer, à savoir les boissons énergisantes, parce qu'on voit aujourd'hui que ça a explosé. Ça a explosé au niveau des grandes surfaces, marchés, etc. Qu'est-ce qui attire dans ce produit-là? Parce que, à mon sens, il y a des recettes, en tout cas, des recettes traditionnelles qu'on peut faire, ou même des mixtures qu'on peut faire chez nous, qui sont beaucoup plus énergisantes que ça. Qu'est-ce qui attire vers ces boissons industrielles qui n'ont aucune valeur nutritive? C'est les goûts, c'est tout ce qui est publicité. Et elles sont sucrées en plus. Oui. Oui. C'est tout ce qui est publicité. Oui. Pour revenir justement à la publicité, parce que vous avez cité l'aspect très néfaste de l'impact neurologique que peut avoir une publicité sur un consommateur, comment lutter contre l'achat compulsif encouragé par ces publicités justement, notamment durant le mois de Ramadan, un mois où justement tout nous attire. Surtout dans cette période-là, Oui. on dit que généralement, juste avant le moment du manger, ou Oui. on court, avant, court et après. Exactement. C'est là où il y a tout la à fait. plus grande partie. Bon, maintenant, vous savez, c'est pas interdit de faire de la publicité. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est au consommateur de savoir qu'est-ce qu'il doit acheter et qu'est-ce qu'il va acheter. Oui. Comment résister aussi? En fait, là, on ne parle pas de comment savoir si un produit est bon ou pas. Non. Des fois, il sait que le produit n'a aucune valeur. Oui. Mais Ça peut arriver à tout le monde. Il est tellement bien Même nous, présenté. ça nous arrive de temps en temps de prendre, parce qu'il y a toujours cette notion de goût, ou cette notion de se sentir à l'aise. C'est la dopamine. C'est le fait de se sentir bien dans sa peau et tout. Donc c'est pour cela qu'on est tenté par cet achat, pour cet achat. Maintenant, il faut diminuer cet achat compulsif. Les gens impulsifs, c'est des gens qui sont là à acheter. Donc c'est une grande responsabilité de tout le monde, Oui. pour pas interdire, mais pour diminuer ce gaspillage. Docteur Ahloun, Barakallahu Fik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été parmi nous pour sensibiliser sur un sujet qui, à mon sens en tout cas, est très très important. Oui. Je voulais juste dire que voilà, le citoyen, il est responsable de cette économie. Le commerçant est responsable du respect des lois et de la prise en charge. Et la sensibilisation, c'est une sensibilisation responsable collective du citoyen, du commerçant
et des autorités. Voilà, c'est comme ça que la boucle doit être bouclée Absolument. et que tout le monde Ouais. avance dans le même objectif. C'est l'implication de tous, De absolument. tous, voilà. Merci encore une fois, docteur Rahmoun. J'espère qu'on aura l'occasion de vous Inch'Allah. recevoir pour aborder d'autres thématiques. De toute façon, Ramadan approche, donc probablement. Marhaba. Merci à vous. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre dernier plateau. Mais avant, petite pause humoristique pour savourer un passage du trio iconique d'Oran, Bila Houdoud. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. نروح معاها ميم عندها ايستوال ماشي خلاطة نحلف عليها معاها العشق عندها بوفوار باش تغبني امبوسيبل بالك غلطتي بصح درتيها راني محرحر باغي نخلفها انتي عقدتيها انا نخبلها هكذا نفروها في زوج حازم 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 وين مصطفى خويا سحقتني؟ أنا هنا ويخوت ويخوت كنت هنايا في بلاصة وين ما تنجمش نتايا تروح في بلاصتي. يا وزيرتي خدها عليهم ها اي حد تقعد حد الله ثلاثة ابن عمي كليموش راهي في الدار اثنين ابن عمي ايوا هذا انا قاعد سامع فيها ما يشبين لي كاع بلي عريت انايا ندمت انا اللي درتك وزير صاحبي كان والو زيرو قلشني يا صاحبي قلشني همه قمنا يا هاد اللي كيشي معانا تما واش بغيت ندير يا مصطفى؟ اش باغي ندير لك؟ هاك راني من الصباح راني ما يقلش فيك، ها شوف راني نرقص لك، ها تقول هيا جيب دخان جيب دخان افراس زاق عليهم زاق عليهم كان يبان لك دروك انا جيب لي افراس انا عريس كبير افراس بلا ما وتكني براس. يا خويا قلشني راني عريس قلشني راني نقول قلشني راك وزير عليها باطل ولا جيب لي ماء الوضوء ترى الصمان دير فيك الزودي اليوم والزودي العرس تاعي ترى الصمان دير فيك الزودي صح هاك شعلها 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 راني مقلق يمني اليوم صبر ما كان والو مصطفى. هذه عمرها ما صرات لي حشمان ما نعرف كاع كيفاه والله حازم خويا والله ما غادي نقول لك سي صوالح اللي كنت داسهم بس غنقولهم مع اللي درتك وزير انت خويا كبير غادي نقولهم لك شوف حازم خويا لحية في الدين ماشي دروك راك خويا كبير وعلى بالك مواقرك بزاف وحامد قال لي بغينا نديرو زين قال لا ضغط صغار مع اللي انت كبير وكاش حازم خويا بطلتك عاودي انا حتى نقول لك بعد عاود انت تقول لي هاد الصوالح فهمتك. قلشني حازم خويا قلشني عندي عيدينا واحده هو عيدينا تزوجت تبارك الله غادي عني نهار نفرح فيه على دير هكا حازم ولا ماكش باغي نتزوج معليش انا قلت نجيب صحابي معليش يا عريس ويا دري كل يا عريسي صبروا في العرس تاعي ولا عليك في العرس تاعي ما كاش بكارة ما كاش صحاب البليلي ما كاش صحاب البليلي ودروك راه داخل ليك هذا ماشي انت ليك من الصباح اعطيني كار
حك لي ظهري، جيب لي القهوة، جيب لي ديك، مليت عييت انا نجيب باغي ما نعرف كاع كي ندير. من سيمانة راني معاه وماني مانيش مليح كل الوقت هذيك الجهة حاجة جيت هنا قال لي حلت واقية ما احسن مني ما والو. اسمع شوف حمد، انايا غدوة الجمعة ما نجيش. حميد مصطفى خويا يا بابا هيا في الحال الله يرحمه. اسكت فرح لي الله يرحمه شكون بالفور جو الوضع كاع يا ودي شي يقول لك مصطفى ما عندك لا تشوف الاولى رستم وبوس الله يرحمه. وفاش جبتوا العروسه؟ جابوها في المرسيدس. قصيد المرسيدس هذه دروك ثاني تابع هذا المرسيدس تاع الحاج جارنا مالك زعما شكون جا يسوقها؟ ودي الحاج بروحه شكون الحاج؟ الحاج كبير ماله هذا. الحاج صح الحاج صح ولدها الرياني ندير حاله نقلب العرس نقلبه يضرب وما صافي امها ركبت معاها في اللوطو. طيب صحيح ثانيتو قصحتوا لي العرس ثانيتو عام وانا نطلع ونهبط دقيقه خصتوا لي العرس جبت صحيح هذا عليكم تحوسوا صحيح ماذا بكم هذا الصوالح هيا صحيح بعد بنتي اللي قلي هاد داخل مازال باقيه ياه جيب لي بوها يركب معايا دروك روح جيب لي بوها روح جيب لي بوها يركب معايا. مصطفى خويا ما تقلقش يا ابن عمي، خليني نكمل لك يا ابن عمي. ومن بعد تيوم كنت شتولا تعرف حمامة شادرو نادي سباينات مصطفى خويا ما تأملش عينك ما تأملش عينك يا خرجوا يضرب حبيبي والاخرى شكون هذه الاخرى؟ الاخرى اللي خاطبها الاول ما بغاش يبدو هذيك روح بصفر تعرف يجينا عند الفراش ونصيح عليها قلت كيف هكا يلا يشوف مصطفى مصطفى كانوا دايريني ما نتزوج انا قال الفنان ما يتزوج غاطين. انا استعرف فيك حميد هذه اللي كنت موصيك عليها يضرب الوقت كاس حاجه دخلوا بلاصو لي بابسي وكلشي وبداو يا خويا بالسيف حنا بالغريبه حاجه بالفور. الله يحفظك يا حميد خويا هكا نستعرف بك شوف كاش ملومه كاش حاجه تلقاني عين انا والو. شوف هذا الفريزي اللي درته فيا الله يحفظك. ها الواعرين يبغى يهدموا لي العرس تاعي سي با فوزاب حميد شي كيما هاك يديروا الخوا وقف معايا شعلت لي كارو خليه راح توهرن معليش انا الخير تاعي ما نشبداش انا المدريات تربتهم على ظهري انا جبت لك الماء سقيت لك الماء من رمضان ديالي وانا جايبها في سيتي النت ما نهضروش انا شا الشيبانه تاعي فتت لك الطعام تشلبيت مضوله بعينيها ما نهضروش معليش ارسلي انا ما كنتبدلك والله ما نتزوجها. هيا مصطفى هيا بدل ليه وين بدل؟ مازال حال سيدي ديجا نهار راه طالع انا ما وديجا النور خليها تنزل شويه. هذه كيفاش هذه مازال الحال هذه هاك البيسه هي نوضي صاي ضرب برك انا من هاد الزعقه نوضي ما هذا اللي نقول لك هيا لبس البيسه الله يرحمك الله يرحمك شوابي هيا مازال الحال على فراق هذا شوف يا اخي الله يرحمك شوابي بس الباس هيا واش يدرو
مصطفى خويا كي راك كتبان الصفقة الله يسلمك حميد ابن عمي اش فيها نشاط ابن عمي مالك والله On s'en lasse jamais, on s'en lasse jamais de ce trio iconique de l'Ouest, Wallah yarham Hamid, c'est quand même une immense perte pour le secteur. Hazim, c'est une immense perte pour le secteur de la culture en Algérie. On reste toujours dans le secteur culturel, mais cette fois dans le théâtre, mesdames et messieurs, avec notre dernière ligne droite de cette émission, avec notre collègue Salim Skandar qui va nous parler d'un grand nom du théâtre algérien en général et Mostagan et moi en particulier, à savoir Ould Abdelrahman Kaki. Salim Skandar, bonjour. Bonjour Elias et bonjour à nos chers amis téléspectateurs. C'est le premier épisode de cette rubrique qui va être hebdomadaire, dans laquelle chaque fois on va évoquer, on va faire sortir des secrets d'histoire, on va raconter des anecdotes concernant des monuments, des géants de la culture algérienne. Et quoi de mieux que de commencer par Ould Abdelrahman Kaki, parce que c'est vrai, beaucoup de nos chers téléspectateurs connaissent peut-être de nom Ould Abdelrahman Kaki, mais qui est véritablement Justement, c'est ça le mystère, c'est parce que Ould Abdelrahman Kaki, non seulement c'est un grand dramaturge mostaganais-moi, algérien, mais surtout mondial. Ce qui est le paradoxe aujourd'hui, c'est parce qu'il faut savoir qu'en 1990, il reçut la médaille d'or du théâtre. Il faut savoir que cette médaille, elle a été décernée avant lui à Peter Brook et Grotowski, deux noms qui sont mondialement connus. Oui. Donc la question se pose pourquoi on connaît autant Peter Brook et Grotowski, mais moi, Abdelrahman Kaki. Donc on va commencer par une petite introduction. Ould Abdelrahman Kaki, c'est Ould Abdelrahman, Abdelkader, dit Kaki. Parce qu'il faut savoir, à Mostaganem, il y a ces diminutifs de Abdelkader, c'est Kaki, Ben Sabr, c'est Babi, c'est généralement à l'ouest, c'est répandu à l'ouest. Donc il est né le 18 février 1934 à Mostaganem et décédé le 18 février 1995 à Oran. Donc, il était, avant de mourir ces derniers temps, il était directeur du théâtre d'Oran. Oui. Il est né dans le berceau de Mostaganem, un quartier très populaire, Tijdit. Il naît dans une ambiance de colonisation, les temps sont durs. Donc tout le monde n'était pas forcément occupé à faire de la culture, mais le déclic va se faire au niveau de SMA. C'est le scout musulman algérien qui va jouer un rôle primordial dans sa formation. Il va rejoindre cette association qui luttait justement pour bâtir une identité et pour faire valoir justement et mettre en lumière et mettre en avant la culture locale, la culture algérienne. Il faut savoir que Ould Abdelrahman Kaki, à Tijdit, il était imprégné et abreuvé de culture locale, notamment le Meddahet, et surtout le Meddah, ce troubadour qui errait dans les ruelles de Mostaganem et racontait des contes et des légendes. Donc il va beaucoup s'inspirer de ça, et par la suite, il va s'intéresser au cinéma. Il était un grand cinéphile. D'accord. Il va consommer beaucoup de films, on va dire, de Marlon Brando, de James Dean à l'époque. Oui. Mais justement, c'est selon les écrivains et les universitaires qui ont travaillé sur ce point-là, ils disent que la théorie la plus répandue, c'est que Kaki, il a fait le théâtre par défaut de ne pas pouvoir faire du cinéma. Oui. C'est-à-dire le théâtre, il était plus accessible. Oui, parce que justement là-dessus, vous me tendez la perche parce qu'il y a un ouvrage qui a été édité par, je pense, une association qui travaille dans la valorisation de l'œuvre de Kaki et qui avait, je pense, c'était un recueil de 3 pièces de... Exactement. C'est le livre, d'ailleurs, on a là. Oui. C'est le livre, je peux le montrer. Oui, bien sûr. C'est le livre de Abdelrahman Mustafa,
qu'on vient de le perdre il n'y a pas longtemps, Oui. et Mansour Bechida, un universitaire de Mostaganem, spécialiste de la wilaya de Mostaganem. Oui. Le livre s'intitule Kaki, le dramaturge de l'essentiel, édition Alpha. Très bien. C'est un recueil de ses pièces Oui. avec une préface faite par son frère, Ah, d'accord. qui aussi est dans le domaine culturel et peu connu. Oui. C'est Ould Abdelrahman aussi. Et on trouve les pièces théâtrales phares Oui. du dramaturge avec un poème et des nouvelles. Oui. Et justement, pour revenir Oui. à ces pièces, justement, là-dessus, on comprend mieux pourquoi. Parce que j'avais l'impression de lire des scénarios. Absolument. Donc Absolument. c'est pour ça que, donc justement, là, ça fait sens. Oui, C'est le fait qu'il était cinéphile et lui-même passionné de cinéma. Exactement. Chose que je ne savais pas du tout. exactement. Oui. Donc c'est ça. Donc c'était une transition, c'était sa manière de satisfaire cette frustration, on va dire, de vouloir faire le cinéma, mais à défaut d'avoir les moyens, il s'est tourné vers le théâtre. Oui. Et là, ça va être le lancement de sa carrière. Et aussi, c'était un féru de lecture. Oui. Il lisait beaucoup. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était des trucs très rares. Parce que la vie, elle était très difficile. À Tijdid, c'était un quartier très pauvre. Tout le monde était focalisé sur la guerre. Donc lui, il va s'isoler, il va trouver son refuge dans la plage de Sidi Mejdoub. Au milieu de ses livres, il va lire. Et ses influences vont être notamment Bertolt Brecht et Meyerhold. Donc Bertolt Brecht, il va l'influencer sur le plan le théâtre engagé. Oui. Il va faire de lui un homme engagé sur le théâtre, Oui. ce qui va donner sa trilogie, sa trilogie magistrale. On trouve dans sa trilogie le Gerreb ou Salhin. Le Gerreb ou Salhin, déjà, le Gerreb, c'est le personnage d'Al-Meddah. D'accord. Donc c'est le Meddah en Gerreb. Oui. Et il va dénoncer en quelque sorte. C'est ça, en plus, c'est ça la subtilité de Kaki. C'est La seconde lecture. Oui, autant il était influencé par la culture locale, mais en même temps, il essayait de dénoncer et de démystifier les mythes des marabouts. Il était un peu contre. Donc c'était ça la subtilité, c'est en même temps de mettre en lumière tout ce patrimoine beau et grand, mais en même temps de le démystifier, de faire comprendre aux gens qu'il faut aller au-delà de ça et avancer pour avoir une société. Vous savez, le plus intéressant aussi dans l'œuvre de Kaki, en dehors de la seconde lecture qu'on retrouve dans chaque pièce qu'il écrit, c'est qu'on a l'impression que c'est très simpliste, alors qu'il y a toute une allégorie derrière. Absolument. Mais il y a aussi le fait que, bien que c'est très très ancré dans un contexte algérien purement local, il y a toujours ce discours universel. Oui. Un peu à la fin. Donc c'est des œuvres qui peuvent facilement être adaptées à l'échelle internationale. Absolument. En fait, la question c'est là, c'est pourquoi justement son œuvre n'a pas quitté les frontières tant que ça. Justement. Est-ce qu'il y a par exemple un conflit concernant la traduction parce que étant donné que c'est très populaire dans le discours, peut-être qu'il n'y a pas d'équivalent précis, etc., et que beaucoup ont préféré ne pas toucher au texte, ou est-ce que ça vient d'autres facteurs? Eh bien, écoutez, monsieur Ilyes, mon cher collègue, vous touchez là à un point très, très important parce que j'ai eu la chance d'assister et de couvrir un événement qui s'est fait en 2017. C'était un colloque international sur les travaux de Kaki. L'intitulé du colloque, c'était « Comment lire Kaki ». D'accord. Et ce que j'ai pu entendre à travers les interventions des universitaires, le problème réside dans la continuité et surtout dans les travaux de recherche qui ont suivi l'œuvre de Kaki. Il faut savoir que Kaki, dans son époque, il était très connu. Tout le monde le connaissait, il avait ses travaux. Ces pièces étaient jouées un peu partout dans le monde. Mais ce qui fait la différence entre, par exemple, si on prend l'exemple de Peter Brook ou de Potowski, c'est la continuité des recherches à travers les universitaires. Tout à fait. C'est-à-dire c'est les universitaires qui ont on va dire en quelque sorte cette responsabilité de faire pérenniser les travaux d'Abdelrahman Kaki.
Donc, et il y avait quand même pas mal d'interventions. Il y avait à l'époque le Hajj Meliani qui travaillait par exemple sur l'âge, sur l'adolescence, sur les 17 ans, 18 ans de Kaki. Il s'est dit, moi je vais prendre un point. Il a déjà soulevé ce point lors de ce colloque. Il a dit qu'on a l'impression comme avoir un leitmotiv, c'est-à-dire à chaque fois, il y a les mêmes thématiques qui reviennent, qui était Kaki, le théâtre de Kaki, mais au lieu de ça, il a plébiscité, prôné que tout le monde puisse avoir un petit détail et travailler sur ce petit détail pour enrichir justement l'œuvre de Kaki et la biographie de Kaki. Et surtout aussi pour garantir aussi l'héritage Absolument. de l'œuvre de Kaki, Oui. notamment pour les générations futures. Parce qu'on voit quand même que par rapport à certains de ses confrères, notamment Abdelkader Alloula ou même Mehidine Bachtarzi, qui eux quand même, il y a quand même... ils demeurent plus connus aujourd'hui en tout cas que Kaki. Exactement. Oui. Pourquoi ça bloque avec Kaki? Justement, c'est tout l'enjeu. C'est toute la question qui se pose. Oui. On ne sait pas, franchement, on ne sait pas. C'est peut-être parce que Kaki, après, il s'est penché beaucoup plus sur le plan administratif. Il était directeur, alors que Alloula, il était encore dramaturge. Oui. Et aussi parce que Ould Abdelrahman Kaki, il s'est penché beaucoup plus sur l'évolution de sa ville natale, en l'occurrence Mostaganem, à travers le Festival national de théâtre amateur. Oui. Parce que le Festival de théâtre amateur, c'est le plus ancien festival en Algérie et dans le monde arabe. Certains disent qu'en Afrique. Oui. Et il faut savoir que l'idée initiale, l'idée principale, c'était Sidi Djilali Abdelhalim. Il est allé une fois à Avignon, il a vu le festival d'Avignon, il est entré avec l'idée de faire le même festival à Mostaganem. Mais il a trouvé le poids technique et l'appui théâtral chez Kaki. Oui. Mais Kaki, avec son humilité et son humble personne, il est resté au second plan, c'est-à-dire il a préféré laisser le privilège et l'avantage à Djilali ibn Abdelhalim qui était le porteur de cette idée. Donc, si on connaît aujourd'hui que le Festival national de théâtre amateur il est fondé par Djilali ibn Abdelhalim, c'est aussi en grande partie c'est grâce à Ould Abdelrahman Kaki qui a fait venir des troupes un peu partout de l'Algérie grâce à ses contacts à l'époque et tout. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une école Kaki? Absolument. Est-ce qu'il y a un jeu théâtral très propre à Kaki? Absolument. Oui. Lorsqu'on parle de halqa, et là c'est un débat, parce que certains disent que halqa c'est à Alloula, d'autres à Kaki. Le halqa, selon les universitaires, comme on a dit que Kaki il était influencé et surtout inspiré par la culture locale, il regardait beaucoup le meddahat, qui faisait en quelque sorte le halqa. Et lui, le halqa, elle est justement tirée de ça, mélangé à la poésie bédouine, parce qu'on trouve beaucoup de poésie bédouine dans ces pièces théâtrales, dans le Garab al-Salhin, Ma Sidi Rabbi. On trouve donc il y avait cette culture. Le halqa, c'est beaucoup plus, on dit que c'est Kaki. Après, il y a aussi le meddah. Le meddah, c'est ce troubadour, qu'on le retrouve beaucoup dans les pièces théâtrales de Kaki. C'est-à-dire il y a toujours ce personnage qui raconte en monologue. Donc c'est en quelque sorte le meddah. Et cela, pour revenir à sa trilogie, elle est constituée de Garab al-Salhin, Kul Wahed Hukmu et Bni Kelboun. Donc c'est très évocateur comme titre. Absolument. Oui. Au fait, juste par rapport à un point très important que vous venez d'aborder, à savoir l'oralité du texte de Kaki. Kaki est pour beaucoup en tout cas, est perçu comme un excellent passeur entre tradition orale et théâtre moderne. Cette synthèse est-elle aboutie pour vous? C'est un parfait mélange entre les deux. C'est du théâtre moderne, mais avec une oralité très ancrée. Il faut savoir que la majorité. Brièvement, s'il vous plaît. Oui, il faut savoir que la majorité du temps de Ould Abdelrahman Kaki, c'était un questionnement
et une philosophie aussi de c'était quoi le théâtre. Il s'est posé la question, c'était quoi le théâtre? Il voulait répondre à cette question, mais je pense qu'il a beaucoup plus répondu à cette question à travers ses œuvres. Oui. Non par l'écrit ou par une réponse dite, mais beaucoup plus par ses travaux théâtraux. Oui. Donc il faut savoir aussi qu'à une certaine époque, il était accusé de plagiat. Oui. Il était accusé de plagiat, on disait que, par exemple, le Garrab ou Salhin, c'était Harlequin. Et justement, il y a une réponse très subtile à ce point-là. Oui. On le trouve dans ce livre, d'ailleurs. Oui. Il dit « C'est alors qu'éprouvant le besoin d'être nous-mêmes, nous nous sommes mis en quête d'un monde d'expression qui fut nôtre. C'est un voyage bien fantaisiste que nous entreprenons aujourd'hui. Nous sommes allés à Venise chercher une pièce d'un dramaturge qui a écrit pour le Commedia dell'arte. Donc oui. C'est quand même une œuvre très, oui. très grande et très répandue et très connue, Commedia dell'arte. Donc on disait que Garrab ou Salhin, c'était l'adaptation de la Commedia dell'arte. Plutôt une relecture, je dirais. Ouais. Une relecture. Mais c'était l'adaptation en arabe. On disait qu'il a pris Commedia dell'arte, il a injecté le dialecte algérien et il l'a transformé en création originale. Affaire à suivre, Salim Skandar. Parce que nous arrivons malheureusement au terme de l'émission, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Juste un dernier détail pour au moins dire le plus important, c'est que Ould Abdelrahman Kaki, c'était aussi une manière de combattre, de participer à la colonisation, à travers la décolonisation, à travers les pièces théâtrales, notamment 132 ans, Sha'b al-Dalma, Dam al-Hub. Aujourd'hui, Abdelrahman Kaki, pour aussi dire ce que l'État a fait en hommage pour lui, il y a une maison de la culture qui porte son nom à Mostaganem, il y a une statue érigée à l'entrée de Mostaganem qui lui rend hommage. Et aussi, il y a une association qui œuvre dans l'écriture théâtrale, notamment Kaki d'Or. Il y a une compétition d'écriture théâtrale. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler davantage dans une autre rubrique. C'est très riche et il faut... Absolument, absolument. Oui. Merci beaucoup Salim Skandar d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous éclairer sur ce qu'était Ould Abdelrahman Kaki. Merci à vous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie pour avoir assuré le bon déroulement de cette émission. Prenez bien soin de vous. Excellente journée à vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. شعلت نار البين في دليلي والهجرة دوالة أبو يا حنيني طاب قلبي من قولة لا 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 ولا لا 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 حسدوني الناس في غرامك يا غصن الياس